Les enquêtes de l'aliéniste de Jean-Luc Bizien aux éditions L'Archipel. Tome 1. La chambre mortuaire. Prologue. Augustin Pied-de-Vache s'étira avec un miaulement grotesque. L'air froid et humide réveillait de vilaines douleurs qu'il ne parvenait à soulager qu'à grand renfort de laudanum. Par la fenêtre, le gardien promena un regard morne sur la Seine. Ce soir, la lune était pleine, des copeaux d'or s'accrochaient à la crête des vaguelettes. Augustin lâcha un ricanement amer. Et pourquoi pas des pépites tant qu'on y était? Il s'amusa de ce soudain accès de romantisme. L'eau de la Seine était immonde. On n'osait plus la boire, même si les autorités affirmaient à qui voulait bien les entendre qu'elle était potable. Potable, grinça Augustin. Pouah! Seuls les indigents s'en contentaient aujourd'hui. On voulait bien s'y laver le cul ou les frusques, mais la boire? Fallait y être contraint. Augustin se détourna avec une moue écœurée. Il leva un sourcil réprobateur en notant que la peinture du mur s'écaillait. Les ouvriers ne savaient plus travailler comme on le faisait autrefois. Était-ce donc si compliqué d'appliquer une bonne couche de chaux? Il poursuivit son inspection, maudissant tous les bons à rien de la terre. Et qui c'est qui va payer? Toujours les mêmes. Je te ferai donner la troupe, moi. Je te foutrai tous les feignants dans les geôles. On ne fait pas assez travailler la guillotine. À n'en pas douter, Edmond de la Fosse, le chef du service, ne ferait pas appel à des ouvriers extérieurs. Soucieux d'économiser les deniers de la République, il ordonnerait à ses subalternes de redonner au lieu son aspect solennel. Fatigué à cette seule évocation, Augustin s'accorda une pause dans le bureau étroit depuis lequel il surveillait d'ordinaire les entrées et sorties du bâtiment. Il s'autorisa un godet de vin clairet, mais résista à l'envie grandissante d'une rasade d'absinthe. S'il l'avait pu, Pied-de-Vache aurait passé le reste de son existence dans l'un de ces estaminets où l'on se retrouvait entre vrais consommateurs. Là, il fallait gagner sa vie pour s'offrir de tels plaisirs. Il s'empara de l'exemplaire du Figaro qui traînait sur la table. Le quotidien était daté du jeudi 5 juillet 1888. Comme à l'accoutumée, les pages politiques y étaient traitées avec le plus grand sérieux. Marie-François Sadi-Carnot y occupait une place de choix. Mais Augustin ne lui accorda qu'une attention limitée. En revanche, il plongea avec délice sur les articles satiriques consacrés aux Parisiens, grand sujet de moquerie pour les journalistes du quotidien républicain. Allez croire, une vague de spiritisme submergeait la capitale, et l'auteur d'ironisait. Plutôt que de spiritisme, les Parisiens feraient bien de se piquer de spiritualité. Augustin ne saisit pas le trait d'esprit. Il replia la feuille et la jeta d'un geste dédaigneux sur le bureau. Depuis qu'ils s'étaient ralliés à la République, abandonnant au passage leur travers monarchiste, les rédacteurs de l'illustre journal s'érigeaient en gardiens d'une certaine morale qui ne lui convenait guère. Pied-de-Vache se fit violence pour reprendre sa tournée. Quand il la remit en place, sa chaise racla le dallage avec un bruit strident. « Bosse, dit-il, ce n'est pas mes locataires que ça va déranger. » Il empoigna sa lampe à pétrole, en régla le débit pour que l'éclairage devienne aveuglant et retourna dans le couloir. Foutu boulot. De jour, Augustin régnait sur le bâtiment, mais il devait l'occuper 2 nuits par semaine. 2 interminables services au cours desquels il fallait faire des rondes, alors que jamais personne ne se présentait ici après le coucher du soleil. Aux heures d'ouverture, on se pressait pour découvrir les nouveaux artistes. On se plaignait les jours de relâche. On s'écrasait le nez devant la vitre. On se perdait dans la contemplation des corps nus baignés dans l'eau froide. À mesure qu'il approchait, Pied-de-Vache pouvait deviner le bruit de cataracte qui augmentait dans le couloir. Le chant de l'eau glacée, nappant les cadavres d'un voile protecteur, l'avait empêché de dormir les premiers temps. Au vrai, il ne supportait pas le gargouillis du jet et fréquentait peu les bains publics, tant la douche lui faisait horreur. Mais l'homme est ainsi fait, qui s'habitue à tout.
Augustin avait fini par ne plus entendre les robinets ouverts en permanence. Tout comme il ne prêtait plus garde aux dépouilles allongées sur les 12 dalles d'exposition. Il n'éprouvait plus aucune compassion pour ces corps nus, alignés comme la viande à l'étal du boucher. Il n'accordait pas le plus petit intérêt à leurs visages gris, maintenus, relevés par le bord incliné de la table, afin que tous puissent les morguer à loisir, et peut-être les identifier. Les corps étaient offerts à la curiosité morbide des Parisiens. Augustin se contentait de les préparer, de les installer, puis de les remplacer par d'autres. « Les Maccabées, se dit-il en approchant de la pièce vitrée. C'est pas ça qui viendra à manquer. Parvenu devant la grande fenêtre, Pied-de-Vache leva sa lampe. La lumière éclaboussa le carreau épais, lui renvoyant le reflet d'un homme grand et maigre, au visage émacié, aux cheveux rares. Son allure de grande araignée, son regard noir et sa mine rogue impressionnaient les visiteurs. Il reporta son attention sur les artistes. Qui donc avait eu un jour l'idée saugrenue d'affubler ceux dont il avait la garde de tels surnoms? Quel spectacle offraient donc ces dépouilles? Était-ce la promesse d'une paix retrouvée ou celle d'une fin brutale? Quel cadavre remportait le plus de suffrages? Ceux qui présentaient bien, intacts et dignes, affichant une mine sereine? Ou bien les couturés, les broyés qui avaient succombé aux roues d'un fiacre ou que l'on avait remonté des eaux de la Seine? Artistes? Sans doute fallait-il y voir le besoin des citadins de tout tourner en dérision, ou une manière de conjurer le sort, de se dépêcher de moquer la faucheuse avant qu'elle ne vienne ricaner à vos dépens. Pied-de-Vache détailla un à un ses pensionnaires. Ils seraient, pour la plupart, remplacés d'ici 2 ou 3 jours, le délai maximum légal de conservation d'une dépouille avant son envoi à la fosse commune ou au cimetière en cas d'identification. Il s'attarda sur le corps plantureux d'une fille au sein énorme. Celle-là avait rencontré un joli succès. Sans doute était-ce une ribaude ramassée dans la rue au petit matin, après qu'un client mécontent lui avait réglé son sort d'un coup fatal de canne épée. La vilaine plaie qui s'ouvrait au-dessus de son téton gauche semblait l'indiquer. Comme chaque fois, on attendait l'avis du fonctionnaire de police avant de procéder au nécessaire. Oui, cette fille s'était attiré les faveurs des visiteurs. Les gamins, surtout, n'avaient pas été avares en commentaires salaces. Tandis qu'il s'en remémorait quelques-uns, Augustin fut secoué d'un rire gras. Les badauds s'agglutinaient aux portes du bâtiment dès l'ouverture, mais s'évaporaient comme par magie avant la nuit. Quand la lumière venait à décroître, on évitait soigneusement de s'approcher de la morgue. On empruntait le pont de l'Archevêché qu'en frissonnant, et l'on fuyait comme la peste le lugubre bâtiment dressé à la pointe de l'île de la Cité. Ah! Le peuple faisait montre d'une telle crédulité. Il courait tant de fadaises au sujet de la morgue. À les écouter, la nuit était propice à de véritables sabbats. Les flambeaux s'allumaient tout seuls dans ces couloirs et les cadavres se livraient à des orgies nocturnes. Augustin leva sa lampe. Le halo lumineux soulignait les profils des dépouilles dans la lumière dansante de la flamme. Les jets d'eau prenaient l'apparence d'une pluie d'étincelles qui rebondissait sur les crânes et les poitrines avant de couler sur le sol, débarrassant le dallage des humeurs et du sang qui le poissaient. Ces trompes d'eau glacée, en soumettant les cadavres à un froid constant, retardaient leur décomposition. Soudain, Augustin se figea. « Nom de... » s'étrangla-t-il. Il battit des cils, saisit le trousseau qui pendait à sa ceinture, ouvrit la porte d'une main fébrile et s'avança prudemment sur les carreaux glissants. Il leva la lampe aussi haut qu'il le pouvait et recompta les cadavres à plusieurs reprises. Il dut se rendre à l'évidence. On avait dérobé un des Maccabées laissés sous sa surveillance. Non, se répéta-t-il avec sidération, ce n'est pas possible. Les morts ne se relevaient pas. Peut-être le corps, sous l'effet d'une de ces fichues réactions post-mortem, avait-il glissé pour tomber de l'autre côté de la table d'exposition. Augustin s'avança lentement.
Il ouvrit la bouche sur un cri muet. La piste, encore fraîche, se dessinait dans le sang en partie coagulé. En avisant les empreintes de pas, le gardien sentit sa raison vaciller. Le cadavre n'était pas tombé. C'était bien pire que cela. Il s'était enfui.